présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Mickaël, bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Nous allons évidemment aborder tous les grands sujets de la matinée. Depuis 90 minutes, la Grèce, semble-t-il, en tout cas c'est ce qu'ont décidé les créanciers, est sauvée, enfin elle est momentanément sauvée. Vous qui y avez été, vous pensez quoi de cette décision des créanciers? C'est une fausse bulle d'oxygène. Ça va donner un petit répit de quelques semaines. Mais comme on ne traite pas la cause du problème... ça donne la possibilité qu'un nouveau prêt intervienne. Oui, on va déverser encore davantage de milliards pour rien, puisqu'on ne traite pas la cause. La cause, c'est que la Grèce ne peut pas s'en sortir, aujourd'hui d'ailleurs beaucoup d'économistes en conviennent, sans sortir de l'euro, sans retrouver ses propres forces économiques. Alors on peut mettre la Grèce sous respiration artificielle, si on ne lui donne pas les moyens de reconquérir un minimum de force économique, ne serait-ce que touristique, eh bien, on n'y arrivera pas. Donc vous considérez que la décision des créanciers, qui a été quand même vécue par beaucoup de gens comme une décision fondamentale, importante, parce qu'autrement, elle risquait ce matin de tout bouleverser, non seulement en Grèce, mais en Europe, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Non, ils perdront leur mise tous en deux fois. Et je ferai ils ont déjà accepté ce matin 50%. Eh bien, ils auront les 50% autres bientôt. C'est tout. Ça va arriver. Donc c'est un non-événement. C'est pas un non-événement. C'est un événement, mais ça ne résout pas le problème de fond. Vous donnez un poisson, mais vous prenez pas à pêcher. J'ajoute qu'il faut quand même que les Français sachent qu'ils ont déjà déversé 50 milliards contribuables français, c'est-à-dire 2000 € par foyer, pour sauver ce système, c'est-à-dire la Grèce, le Portugal et l'Irlande, en pure perte. Donc au moment où on demande tant d'économies à nos concitoyens, je trouve ça exagéré. Avec Mickaël, nous allons nous appesantir sur le deuxième sujet, qui est évidemment moins important, mais qui est cette interprétation dont on parlait avec Guillaume Tabar il y a quelques instants, de la petite phrase du président de la République chez nos confrères de BFM hier matin. Globalement, vous l'interprétez comment, cette phrase? C'est une sorte de coquetterie qui ouvre la machine à regret, donc avec une intention électorale, ou est-ce que c'est la sincérité qui s'est exprimée? Ou même le crépuscule, comme l'a dit hier soir François Bayrou. Écoutez, et si on parlait de la France et pas de Nicolas Sarkozy? Et si les Français n'en pouvaient plus, justement, de cette auto-observation permanente, de ce nombrilisme présidentiel? Voilà, moi j'ai envie de parler de la France, des propositions. Les états d'âme de Nicolas Sarkozy, ça fait 5 ans. Mais c'est pas un non-événement, mais c'est tellement un égocentrisme permanent, alors que le pays va si mal. Quand je pense où en est tombée la campagne présidentielle, je ne sais pas si vous réalisez que le futur président de la République, enfin je sais que vous le réalisez, va affronter sans doute les défis les plus importants de l'après-guerre. Les défis les plus importants. Et la campagne tourne autour de quoi? Les états d'âme du président, la viande halal, voilà. Bon. Moi j'aimerais qu'on parle d'autre chose. Nicolas Dupont-Aignan, sur cette campagne électorale, pour vous, vous la considérez comment aujourd'hui? Entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, c'est en dessous de la ceinture? Mais c'est surtout que, d'abord, on n'entend que 2 candidats, quelques-uns en plus, et vivement qu'il y ait l'égalité du temps de parole dans quelques jours, pour que les Français découvrent qu'il y a d'autres personnalités et d'autres projets. Ensuite, puisque les 2 candidats, en vérité, défendent un système qui est le même, ils se disputent sur des sujets de diversion. Et ils ne tiennent ensemble le pouvoir que parce qu'ils peuvent maintenir cette bipolarisation. Il y a un sondage passionnant. Les 2/3 des soutiens à François Hollande, des intentions de vote pour François Hollande, ne sont que par rejet de Nicolas Sarkozy. Et les 2/3 des intentions de vote pour Nicolas Sarkozy ne sont que par peur du retour de la gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas des votes d'adhésion, c'est un système qui se maintient. Et je remarque que les 2 candidats n'abordent aucun des sujets importants. L'Europe, la crise financière, la dette, les mesures de rigueur qu'ils ont prévues, pour la suite, etc. Parce qu'ils ne veulent surtout pas débattre d'un dossier où ils sont d'accord. Ils ont d'ailleurs voté au Parlement, ensemble, le chèque en blanc de 140 milliards pour un système européen fou. Moi, j'aimerais qu'on parle justement des moyens que je propose et que d'autres proposent, et qu'il y ait un vrai débat. D'ailleurs, je suis surpris, juste un point, il y a eu plus de débats à la télévision française publique, France Télévisions, pour la primaire socialiste, que pour la présidentielle. Parce que c'était nouveau. Mais, enfin attendez, une élection privée d'un parti politique a eu des émissions de grande antenne à 20h30 où il y a eu tous les candidats,
Et pour le premier tour de la présidentielle qui va déterminer le destin de la France pour 5 ans, il n'y a pas d'émission prévue pour l'instant. Alors, je fais appel vraiment à France Télévisions, qu'ils organisent comme pour les primaires socialistes. Ils le font. Michael Zamès. Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que vous pouvez nous dire ce matin si vous avez vos 500 signatures? Je ne vous le dirai pas, parce que je ne les ai pas encore. Elles remontent de toute la France. La France est un grand pays. J'espère les avoir très prochainement. S'il y a des maires qui m'écoutent, une de plus ne fera pas de mal. Mais je les aurai. Voilà. Est-ce que vous les aurez? C'est une certitude là aussi ou... C'est une certitude à 99,9%, mais je ne les ai pas encore, sinon je les aurais déjà déposées. J'attends physiquement qu'elles remontent à mon QG de campagne. Comment vous expliquez justement, puisque vous évoquez le fond? Le fond, c'est finalement ce qu'on a trouvé en 2005, c'est-à-dire des gens qui visiblement militaient pour une autre politique au niveau européen. Comment se fait-il que ce fond ne s'exprime pas massivement justement dans les intentions de vote des présidentielles? Faut-il qu'on nous laisse la parole? Faut-il... Attendez, parce que c'est un faux composite. Il y a vous, il y a Mélenchon, il y a Marine Le Pen. Laisser le temps de la campagne. Je me souviens très bien de la période du référendum. Au début, on nous regardait de haut, on nous disait vous faites 25% pour le non, et le non est devenu majoritaire. Mais il y a eu un vrai débat dans le pays. On n'a pas saturé l'espace médiatique de polémiques minables. En 92, c'était l'inverse. Hein. C'était le non qui dominait, puis c'est lui qui a fini par l'emporter. Très peu, oui, mais depuis, les gens ont eu l'expérience. Ouais. Depuis, les gens savent que si l'on continue, parce que c'est la vraie question de la présidentielle, si l'on continue cette politique que défendent Sarkozy, Hollande et Bayrou, parce que le paquet cadeau est différent, les personnalités sont différentes, mais le fond de la politique est le même. Moi je dis que si on ne veut pas partir dans la spirale de la Grèce et de l'Espagne, c'est-à-dire de récession cumulative, de chômage de masse, il faut d'urgence changer de politique économique, et je fais des propositions très concrètes pour redonner de la marge au budget de l'État, baisser les charges des entreprises, investir dans la science et l'éducation, sortir de l'euro, mettre en place des barrières protectionnistes. J'ai un projet cohérent. J'aimerais au moins une chose, c'est que les Français le connaissent. Et après, ils pourront juger. Mais avec qui, justement? Parce qu'il y a un deuxième tour dans cette élection présidentielle. Alors, il va y avoir effectivement l'équité dans les semaines qui viennent, des temps de parole. Et après, il y a un deuxième tour. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que vous alliez faire au deuxième tour si vous n'y étiez pas? Parce qu'à un moment, c'est là aussi qu'il va y avoir la possibilité de réinstaller le débat que vous souhaitez au cœur de la réflexion des Français. On fait croire aux Français que les deux candidats principaux représentent le seul vote utile. Ben moi, je leur dis, c'est le vote inutile. S'il y a 2 tours de scrutin, Guillaume Durand, c'est pourquoi? C'est parce que ce n'est que par le premier tour que vous pouvez peser sur le second. Vous savez, s'il n'y avait pas de premier tour de scrutin, la démocratie française serait réduite à 2 candidats pareils et il y aurait 50% d'abstention. S'il y a le premier tour, c'est justement pour que les Français, avec leur bulletin de vote, infléchissent le cours de l'histoire. Mais je ne sais pas qui sera au second tour. Je suis justement candidat. Vous parliez des primaires tout à l'heure. Par exemple, on a bien vu comment Arnaud Montebourg a défendu des positions qui étaient différentes de celles de François Hollande pour finir par le rejoindre. Mais c'est bien le problème. Non, mais ça a joué un rôle. À un moment, vous allez vous retirer sur votre aventin ou est-ce que vous allez avoir l'envie politique, non pas Guillaume Durand, de dire quelque chose? Tout dépend de la confiance que me donneront les Français. Moi, je suis avant le premier tour. Je commence ma campagne. On va enfin pouvoir m'entendre. On va enfin dire, tiens, il y a un type qui propose une politique différente et qui est raisonnable. Parce que ce que je propose, pour la première fois, on l'aura dans une élection présidentielle en France. Jusqu'à maintenant, vous aviez PS-UMP et puis vous aviez Front National. Et les gens qui ne veulent plus de ce système et qui savent qu'il est condamné, mais qui ne sont pas extrémistes et qui veulent un patriotisme raisonnable, n'avaient pas de candidat. Avec ma candidature, on va pouvoir être patriote, changer radicalement de politique, mais être dans une politique raisonnable, républicaine, forte. Ça va changer beaucoup de choses pour les Français. Quel pourcentage vous estimez que vous avez gagné? On imagine que c'est 5% au moins je serai au second pour pouvoir être remboursé. Mais on n'y est pas. Si les dernières... Aujourd'hui, vous êtes crédité de 20%. Oui. À partir de combien est-ce que vous estimez que c'est une victoire? Parce que votre vrai challenge, en fait, c'est bien les élections législatives, c'est pas cette élection présidentielle. Mais mon vrai challenge, c'est de dire aux Français, une autre politique est possible. Vous n'êtes pas condamnés à subir les événements. Vous savez, j'ai relu une belle phrase de la Boétie, pour changer un peu des petites polémiques, qui disait, quand même 4 siècles, une belle phrase de la Boétie qui disait « Ils sont grands parce que vous êtes à genoux ». Le peuple français est aujourd'hui à genoux. On l'a culpabilisé. On lui a fait croire qu'il était incapable, qu'il était feignant. On le conduit dans une impasse. Moi, ce que je veux, c'est réveiller les Français et leur dire une autre politique est possible,
tout à fait raisonnablement, mais il faut changer de système de pensée. Il faut oser défendre la nation. Il faut rétablir l'ordre dans notre pays. Il faut revoir la politique éducative. On peut créer de l'emploi. Il y a toutes les richesses possibles en France. Simplement, on a des gouvernants et des dirigeants qui se sont soumis à un ordre financier international délétère. Voilà l'enjeu de ma candidature. Dans l'histoire, Guillaume Durand, il y a des personnalités qui, à un moment, ont réveillé le peuple français. Je ne me situe pas dans la petite politique et les petits bas-fonds que je vois aujourd'hui. Voilà. Justement, il y a plusieurs points de vue qu'on voudrait regarder avec Mickaël dans ce domaine-là. Vous parlez justement de la situation économique. Prenez les Échos de ce matin. Les groupes du CAC 40 sont quand même les groupes qui fabriquent le plus d'emplois en France. La mondialisation, que vous dénoncez d'une certaine manière, leur va bien. Et sortons même de France. Regardez les primes qui sont versées aux salariés de Volkswagen, de Porsche ou d'Audi aujourd'hui, qui sont des primes qui avoisinent 10 000 euros par an. Eux, ils sont très très bien dans la mondialisation. Bien sûr, ils sont très bien. Toutes les petites entreprises françaises qui font le tissu industriel sont en train de crever. Eux, ils ont une logique de délocalisation maximum, ces groupes. Ils jouent de la mondialisation, c'est-à-dire qu'ils font produire pour beaucoup leurs produits dans des pays d'esclavage. Mais vous parliez de la Boétie tout à l'heure, mais c'est peut-être la révolution industrielle d'aujourd'hui. Peut-être qu'on essaye de sauver des secteurs de l'activité économique qui sont insauvables. Mais justement, la différence entre moi et les autres, c'est que je propose de changer le cadre du jeu pour que la mondialisation, qui est aujourd'hui un nivellement par le bas... dans la mondialisation. Excusez-moi. On vend des produits. Excusez-moi, le rôle du politique, c'est de faire en sorte qu'il y ait des produits fabriqués dans notre pays. On a perdu, je vous le rappelle, 1 million d'emplois. C'est les Volkswagen, c'est pas un cadre. Quand il n'y aura plus de clients pour les Volkswagen, parce que toute il y en a justement. Alors que pour l'industrie automobile française, ça ne marche pas. C'est là le problème. Eh bien, il y a une différence fondamentale, Monsieur Durand, c'est que les Allemands ont une stratégie. C'est qu'ils produisent encore dans leur pays, ils délocalisent certaines choses, mais ils produisent le cœur dans leur pays. Ils ont une stratégie protectionniste, civique, d'investissement. Nous, c'est le sauf qui peut. Je propose, pourquoi des taxes à l'importation pour les produits fabriqués à partir de l'esclavage, pour inciter nos entrepreneurs à produire en France. Quand je propose de diviser par 2 l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis dans notre pays, c'est une mesure d'incitation pour les PME. Vous savez, le cadre est plus important que les produits, finalement. Mais le cadre politique détermine où vont se produire et où vont être les emplois. C'est le rôle du système politique. Sinon, vous lâchez tout sera en Chine et en Inde, et vous aurez un peuple de clochards. Fonctionne très bien. On a entendu Louis Gallois tout à l'heure. Les profits d'Airbus sont considérables. Mais un pays ne peut pas vivre, Guillaume Durand, que de quelques entreprises qui ne payent d'ailleurs plus d'impôts en France. Comment on va financer la sécurité sociale, la retraite, si vous n'avez pas des producteurs enracinés dans le pays? Mickaël Zamès, votre livre. Alors, votre livre, Le Printemps français, c'est son titre. À l'intérieur, vers la fin, vous dites « Indignés de tous les pays, unissez-vous ». On a l'impression d'entendre Jean-Luc Mélenchon. Mais écoutez, je constate quoi? Vous le rejoignez sur cette ligne politique? Je constate que mon combat n'est pas un combat nationaliste, c'est un combat pour les peuples. Est-ce que l'on voit ce qui se passe en Europe aujourd'hui? Les pays européens sont plongés dans la misère. 1 jeune sur 2 en Espagne est au chômage. La situation s'aggrave tous les jours. Pourquoi? Parce que l'Europe ne protège pas son modèle de civilisation. Si l'on veut vivre avec 100 euros par mois, plus de sécurité sociale et plus de retraite, et remettre en cause tout notre modèle, conquis par les luttes de nos parents et de nos grands-parents, on continue comme ça? Est-ce que vous le considérez comme un candidat populiste? Mais pourquoi populiste? Défendre le peuple, ce serait être populiste? Mais on marche à l'envers. Je demande simplement que les dirigeants français défendent leur propre peuple. Je ne vois pas pourquoi les Argentins, les Coréens, les Malaisiens, les Japonais défendent les intérêts de leur pays, les Brésiliens. Et pourquoi l'Europe est le seul endroit du monde qui aujourd'hui plonge dans le chômage de masse et la pauvreté. Et je propose des voies de sortie de crise. Ça ne veut pas dire être plié. Je prends l'exemple souvent du cinéma français. Le cinéma français est le secteur le plus protectionniste. Exception culturelle, quotas, avance sur recette. Ces 3 décisions sont en contradiction avec les règles européennes. Le cinéma français est ouvert sur le monde, il exporte, il a des réussites, et on n'est pas fermé, on peut aller voir un film américain en France. Je veux dire par là, pourquoi la France ne se défend plus? Elle peut réussir dans la mondialisation si elle se protège un minimum. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan d'être venu ce matin donc sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Mickaël, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Guillaume. Voilà, merci beaucoup. Et dans un instant, donc